Au premier regard, c'est une matinée comme une autre dans cette société où l'on crée du mobilier pour des restaurants. Michael est menuisier et avant de travailler, sa journée commence par un passage à la pointeuse. Salut Naki. Oui, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ah. Mon gars, on ne pointe pas aujourd'hui, c'est pas le peine de pointer. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ben, on va lever les pointeuses aujourd'hui. Ah c'est bon, c'est acté? Ouais, c'est fini. Ah cool. Bon bah voilà, parfait. La pointeuse vit ses dernières heures accrochée au mur de l'atelier. « 17 salariés dans cette entreprise, tous réunis ce matin. Face à eux, leur patron, Clément de Souza. Et il a le sourire, car c'est une petite révolution qu'il a le privilège d'annoncer. Donc aujourd'hui, on passe dans un temps de confiance. Et donc à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de pointage chez EDS. Ouais. Plus de confiance. Inutile donc de surveiller le temps de travail des salariés. En quelques secondes et 2 vis à retirer, c'est un symbole historique qui disparaît. Ouais, c'est quand même un grand pas là aujourd'hui ce qu'on fait. Ouais, c'est un grand pas, c'est symbolique. Une entreprise libérée qui a une pointeuse, c'est pas tout à fait une entreprise libérée, ouais. C'est très symbolique. L'entreprise libérée, c'est un patron qui ne contrôle plus l'heure d'arrivée et de départ de ses employés, et qui les laisse même libres de s'organiser pour travailler. C'est le choix qu'a fait Clément, le créateur d'Accessit. Il est en train de mettre fin à 25 ans de hiérarchie classique dans sa société, où il décidait de tout et ses employés exécutaient. Ce changement d'état d'esprit lui a déjà permis de découvrir des compétences nouvelles chez ses collaborateurs, comme Michael. Embauché comme menuisier, aujourd'hui il quitte souvent son atelier pour se consacrer à la conception sur ordinateur, un savoir-faire en 3 dimensions, encouragé par l'évolution de son patron. Ce qui est important, c'est qu'ils soient à l'écoute, qu'ils prennent notre avis en compte et qu'on fasse avancer l'entreprise ensemble. C'est qu'on a l'impression de faire partie vraiment de l'avancement de l'entreprise. C'est une nouvelle vision, et même pour certains une révolution. Depuis toujours, les entreprises sont organisées avec la même structure hiérarchique. Au sommet, le patron. Mais depuis quelques années, certains dirigeants ont décidé de casser les codes. Les patrons veulent donner le pouvoir aux salariés. Ce phénomène porte un nom, l'entreprise libérée. Utopique ou inévitable, quoi qu'il en soit, les candidats sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, ce mode de management boosterait les performances des entreprises, tout en faisant le bonheur des salariés. Je pense que c'est toute l'entreprise qui s'est ouverte, en fait, un peu comme des fleurs qui étaient fermées les unes sur les autres. Enfin, voilà, on est en train d'éclore. J'ai vraiment cette sensation-là. Des petites boîtes se sont lancées, mais plus surprenant, cette nouvelle organisation du travail est aussi plébiscitée par plusieurs grands groupes. Auchan, La Poste ou Decathlon. Et même un géant de l'industrie française, Michelin. Alors, en se libérant, les patrons auraient-ils trouvé la clé du bonheur des salariés? Ou comme certains le pensent, un nouveau moyen de réduire les coûts en supprimant certains postes? Libérer son entreprise, briser la hiérarchie. Certains types de patrons ont sauté le pas plus facilement. Ceux des PME, des structures où tout le monde ou presque se connaît. Ce qui permet de rendre possible un bouleversement de management. À quelques kilomètres de Rennes, les employés de cette usine participent à une révolution depuis maintenant 3 ans. Ici, on travaille la tôle, de la découpe au pliage et jusqu'à la peinture. Certaines pièces confectionnées sur ces machines termineront dans les cabines du plus grand paquebot du monde, construit à Saint-Nazaire. Mais le plus impressionnant dans cet atelier, c'est autre chose. Dans chacun des services, il n'y a pas de chef. Pour être sûr de ne pas l'oublier, les employés l'ont même inscrit sur les murs. Maxime travaille dans cette usine depuis 10 ans. Avant, il était responsable de la partie magasin et gérait une équipe de 4 personnes. Avec la libération de l'entreprise, il n'est plus le chef. Mais il a conservé son salaire
La différence, c'est son travail au quotidien. Il porte, déplace et range les commandes à expédier, comme ses collègues. J'ai plus les galons, je suis au même niveau que tout le monde et au jour d'aujourd'hui, mon rôle il est de passer mon savoir-faire à mes collègues en fait. Que tout se passe ici sans moi, sans mes ordres, on va dire. Et que ça se passe exactement pareil avec sans chef, tout simplement. Plus personne ne commande, ou plutôt, toute l'équipe aux commandes. Dans le service livraison, les employés sont devenus polyvalents. Stockage, envoi, chacun gère désormais son travail de A à Z. La hiérarchie a cédé sa place pour offrir plus d'autonomie aux employés. L'objectif, traiter les commandes plus rapidement. Et comment elle s'organise votre journée par rapport à avant où il y a le chef qui disait bah, toi aujourd'hui tu vas faire ça. Toi, c'est la liberté totale. Comme tout le monde a les informations nécessaires pour travailler, si c'est prêt en production, on y va, on conditionne, on fait une commande au niveau du transporteur et puis voilà quoi. Résultat, il livre plus souvent à l'heure. Il y a 3 ans, 4 clients sur 10 seulement recevaient leurs commandes dans les temps. Aujourd'hui, ce chiffre a doublé, c'est 8 sur 10. Des employés plus efficaces et avec un pouvoir plus étendu. Par exemple, s'ils ont besoin de matériel pour améliorer leurs tâches quotidiennes, ils n'ont plus de demande à faire auprès du directeur de l'usine. L'accord financier est quasi automatique. Maxime et ses collègues ont dépensé plusieurs milliers d'euros pour s'offrir cette immense armoire verticale qui permet d'optimiser le rangement des marchandises. Une liberté financière qui ne leur a pas fait oublier d'être astucieux au moment de l'achat. On ne l'a pas acheté neuve, parce que neuve, je pense que ça coûte 25-30 000 euros à peu près, neuf, une machine comme ça. Nous, on l'a cherché sur Internet. Certains fournisseurs aussi ont des plans d'occasion ou quoi que ce soit. Donc nous, on a cherché comme ça, puis on est tombé sur une belle affaire, on va dire. Donc on les a achetés 2500 euros le stocker, et on en a acheté 5, voilà. Investissement total, 12 500 euros, sans aucune intervention de la direction de l'usine. En quelque sorte, une autogestion qui, dans le cas de la société AMI, est poussée jusque dans l'organisation du planning. Ici, les employés décident comment et quand ils travaillent. La direction n'impose rien, les employés se mettent d'accord entre eux. Dans cette partie de l'atelier, on s'occupe de plier la tôle. Et aujourd'hui, les 3 opérateurs doivent s'organiser, car l'activité des prochains jours s'annonce intensive. Tiens Arnaud, on va faire la réunion pour les horaires de la semaine prochaine. Pour les aider, Arnaud et ses 2 collègues ont désormais un accès direct au logiciel qui leur indique l'évolution du carnet de commandes. Ce matin-là, les colonnes en rouge sur l'écran indiquent qu'ils pourraient bientôt avoir des difficultés à fabriquer dans les temps. La semaine prochaine, ça ira. On a un pic en fin de semaine. Et là, c'est surtout la semaine d'après. Pour éviter de prendre du retard, ils vont décider tous les 3, et en quelques minutes seulement, de venir travailler plusieurs samedis. Reste à s'arranger sur les dates. Non mais si t'es dispo le 24, moi j'aime autant, parce que là je pourrais pas non plus. Donc moi je viendrai le 17, enfin le samedi là en gros. Ouais bah ouais, on fait comme ça. Et toi le 24. Et moi le 31. Je vais m'arranger avec Christophe pour faire 7h, 11h. Ok. Ce changement, ce travail en équipe comme ça a totalement changé votre quotidien? Ça a changé notre implication dans l'entreprise. On est beaucoup plus impliqués, on sait pourquoi on fait les horaires, alors qu'avant on savait pas, on nous disait de faire des heures. Là on sait pourquoi on les fait, on arrive même à, comme on disait, à s'arranger, à faire les horaires. Donc ouais, c'est bien plus agréable au quotidien comme ça. Vu de l'extérieur, c'est pas forcément facile à comprendre. Tout le monde me dit oui, mais tu fais ce que tu veux, donc il doit y avoir de l'abus, ou ça, vous faites un peu ce que vous voulez, donc ce qui n'est pas le cas. On travaille en fonction du client et des besoins. On se fait confiance et on veut pas on n'a pas forcément envie de trahir quelqu'un ou quoi que ce soit. Pas d'étincelle, tout le monde marche dans le même sens. Et il s'agit bien de ça quand des dirigeants décident de libérer l'entreprise. Pour éviter que cette liberté des salariés ne se transforme en anarchie, les sociétés intéressées par cette vision mettent le plus souvent en place une charte, des valeurs, et surtout n'hésitent pas à les afficher sur le lieu de travail. Pas de grands discours, mais des principes simples. Ici,
on prône la confiance, la bienveillance ou encore l'audace. Dans ce système où les 30 salariés se régulent eux-mêmes, le patron a-t-il toujours un rôle? Car aujourd'hui, il est encore là, c'est même lui, David Calvez, qui est à l'origine de la libération. Je suis persuadé qu'on a un dossier implantation atelier, moi. Sa préoccupation, ce n'est plus le quotidien de l'usine. Cela fait maintenant 3 ans qu'il ne donne plus d'ordre dans les ateliers. Un gain de temps et d'énergie qu'il consacre désormais au développement de l'entreprise, et plus particulièrement au bien-être de ses salariés. D'ailleurs, pour leur faciliter la tâche, il est prêt à investir 800 000 € dans une nouvelle machine de découpe laser, plus précise, plus rapide et surtout beaucoup plus efficace. Voilà, moi, mon job, c'est plus de m'occuper des choses comme ça, d'avoir la liberté du demain, et donc d'être un peu plus disponible pour préparer l'entreprise et ne pas se retrouver dans une situation difficile. Si David a opté pour ce mode de management, qui enlève la pression du dirigeant sur les employés, c'est qu'il est convaincu d'une chose, le bonheur des salariés peut surtout faire celui de l'entreprise. En fait, je pense que quand les gens sont bien dans leur basket, ils sont plus productifs. Ça s'est éprouvé hein, entre quelqu'un qui est complètement désengagé et quelqu'un qui est complètement engagé. Il y a 20% de productivité en plus. Et il y a un réel atout à faire en sorte de remettre l'homme au milieu de l'entreprise et de l'aider à se sentir bien pour qu'il soit le plus productif possible et qu'il puisse apporter le plus à l'entreprise. Et les chiffres lui donnent raison. Depuis que la société a délaissé sa structure classique, le chiffre d'affaires a progressé de 15% en 3 ans, avec le même effectif et sans augmentation de salaire. Des résultats qui font rêver de nombreux dirigeants. L'entreprise libérée serait-elle un nouvel Eldorado? Certaines personnes en sont persuadées et se sont donné pour mission d'en convaincre le plus grand nombre. Grenoble, capitale des Alpes, et un bassin d'emploi en plein développement. Une terre fertile où la libération d'entreprises interpelle. C'est pour cette raison qu'Isaac Getz a fait le déplacement. C'est l'homme en vogue du moment. Il a l'oreille des patrons de la France entière. Cet universitaire s'est penché avec attention sur le fonctionnement des entreprises. Bonjour. Bonjour. Son sujet de prédilection, l'entreprise libérée. Depuis 5 ans, il popularise ce qu'il présente comme une philosophie de gestion d'entreprise. Au programme aujourd'hui, une conférence. Ils sont 300 dirigeants à s'être inscrits pour l'écouter. Parmi eux, des représentants des plus grands groupes, Ikea, EDF ou encore Orange. Et beaucoup sont venus avec leur livre de chevet du moment, le dernier ouvrage d'Isaac Getz. Un best-seller qui s'est écoulé à 20 000 exemplaires cette année. Une bible pour patrons en quête de libération. Et ce matin-là, certains se comportent en véritables fans. Votre prénom? Fabienne. Vous faites quoi d'être avec lui aujourd'hui et de l'avoir entendu? Pardon? Je suis très... Enfin, c'est un livre moi, qui m'inspire beaucoup en ce moment. Les héros, personnel. il faut comprendre que les héros de tout ça, ce sont des dirigeants. Donc si ces gens-là, ils sont capables de faire ce travail sur eux-mêmes et après faire la transformation, c'est des véritables héros quoi, de notre temps. Donc il faut les saluer et voilà. C'est eux qui font ce travail-là avec les collaborateurs, mais ça commence par eux. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci. Un patron qui se remet en question, c'est le passage obligé, selon Isaac Getz. Un élément essentiel, sans lequel aucun dirigeant ne peut envisager de libérer son entreprise. Et bien que le chercheur connaisse le sujet sur le bout des doigts, c'est à chaque fois une fierté pour lui d'entendre la motivation des dirigeants, comme cette directrice d'une PME qui a laissé une partie de son pouvoir à ses assistantes. Et ça ne vous dérange pas, Isabelle, si elle commence à être plus experte que vous? Au contraire, c'est mon rêve. Et donc, on n'a plus besoin de vous? Ah oui, c'est mon rêve aussi. Et qu'est-ce que vous allez faire alors? Développer d'autres entreprises. Voilà les réponses. La croissance dans la région d'Isère. Objectif de sa conférence, convaincre de futurs adeptes. Et pour ça, il va mettre ses interlocuteurs à contribution,
en leur exposant un constat imparable qui peine beaucoup de dirigeants. Il y a très peu de salariés motivés pour travailler. Qu'est-ce que vous en pensez, le pourcentage des salariés comme ça en France, que chaque matin, ils se lèvent et disent « Waouh, c'est génial ». 10%. Madame, chez vous? Je sais pas, peut-être 2%. 2%. Ça, c'est l'optimiste de l'Isère, c'est ça, madame? Ok. Alors, moi, je vais vous montrer. Alors, effectivement, c'est 9% en France. Alors, on est parmi les moins bons en Europe avec Pays-Bas, mais le meilleur en Europe, c'est 21%. Donc, c'est toujours la minorité, il faut le comprendre ça. Pourquoi je compare ça à 9% seulement des salariés français motivés. Autrement dit, plus de 90% ne donneraient pas le meilleur d'eux-mêmes, bien au contraire. Et pour Isaac Getz, la libération permettrait d'en remotiver une grande partie, avec même des effets miraculeux pour les dirigeants. En tout cas, pourquoi? Vous allez dire, mais bon, cet aspect-là de bien-être, épanouissement, bonheur, est-ce que c'est important? Elle donne des chiffres, elle dit ceux qui sont heureux au travail, épanouis, ben, ils sont 2 fois moins malades, ils sont 6 fois moins absents, ils sont 9 fois plus loyaux. Donc vous avez 55% des gens qui sont plus créatifs, évidemment, parce que les gens proposent des idées, prennent l'initiative, etc. Vous discutez avec ces gens-là, chaque fois je demande combien il faut vous augmenter pour que vous partiez. Mais j'ai entendu des opérateurs qui disent si on me double mon salaire, je ne m'en vais pas, quoi. Je ne veux plus me retrouver dans l'entreprise d'avant. Voilà, merci beaucoup. Isaac Getz a passé son message. Mais au milieu des applaudissements, certains dirigeants doutent de pouvoir libérer leur entreprise facilement. Pour eux, c'est toute une culture du monde du travail qu'il faut changer. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans, donc je pense que beaucoup de gens le pensent, enfin on y a tous pensé un jour ou l'autre. La seule chose, c'est qu'on est dans des environnements qui sont structurés et qui font qu'aujourd'hui, on ne fonctionne pas encore tout à fait de cette manière, mais on essaie d'évoluer, on est obligé d'évoluer. Il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes qui existent. Après, il faut expérimenter, il faut trouver celles qui vous plaisent, il faut se faire former un peu des fois, il faut se faire aider. Voilà, tout ça. Ça se fait pas un coup de baguette magique, quoi. Ça prend du temps. Se libérer, c'est un long processus. Avec ces conférences, Isaac Getz est là pour faire comprendre aux patrons que ce sont eux qui devront choisir leur propre chemin vers la libération. Et il en existe autant qu'il y a d'entreprises. Un chemin parfois semé d'embûches, car certains salariés ont du mal à abandonner une partie de leur pouvoir. Retour dans le nord de Paris, à Saint-Ouen-l'Aumône, chez Accessit, l'entreprise de meubles qui vient de se séparer de sa pointeuse. Cela fait 7 mois que Clément, le patron, tente de transformer le fonctionnement de sa société. La nouvelle organisation a bien été intégrée par la plupart des employés, mais il a fallu pour certains cadres accepter une perte de pouvoir. Marie, du service commercial, n'est plus seule à décider dans son domaine. Et pour elle, cette transition n'est pas évidente quand on est manager. C'est pas perturbant, je suis pas sûre que ça convienne à tous les profils, mais c'est plutôt enthousiasmant, ça pose des questions, il faut pouvoir s'adapter, avoir de la souplesse, mais c'est une autre manière de travailler. Cette autre manière de travailler, Christian ne l'a pas encore digérée. Son statut de chef d'atelier lui offrait un pouvoir de décision absolu sur l'organisation du planning. Le respect des délais de fabrication, c'était sa mission. Mais Clément, le patron, lui a demandé de partager cette responsabilité avec ses collègues de l'atelier. Une transmission, une perte de contrôle qui inquiète encore Christian après quelques mois. C'est vrai qu'il m'a donné le bébé et ça fait des années que je le fais et que c'est un peu comme du style, une personne conduit la voiture et moi je suis à côté et je vais avoir peur que, fais gaffe, freine. Et des petites choses comme ça, et là c'est pareil pour le planning, s'il y a des petites choses que je peux pas aller, je pouvais faire... Tout le pouvoir. Voilà, j'avais tout le pouvoir, ouais, voilà. C'est un pouvoir qu'il avait, qu'il est en train de perdre. Mais maintenant, il va falloir qu'on en voit les fruits. Les fruits financiers, Accessit les voit déjà après seulement 7 mois. Lorsque la libération a été mise en place, les employés avaient décidé la création d'une prime en cas de bénéfice, et cela chaque trimestre. Ils l'ont déjà touché 2 fois,
Au total, 150 € chacun. Le bilan est encourageant, mais reste mince. Alors Clément fait régulièrement des piqûres de rappel pour que la libération de l'entreprise motive tous les salariés. Pour la deuxième fois cette année, il leur a donné rendez-vous dans ce golf, pas sur les greens, car ce n'est pas leur swing qu'ils vont perfectionner ce matin-là, mais leur esprit d'équipe. Tout le monde là-bas et je donne les consignes. Aux commandes de cette journée de séminaire, 2 coachs. Ils connaissent bien les ficelles du conseil en entreprise. Ils ont organisé pour l'occasion un jeu. L'objectif, renforcer la confiance des salariés envers leur boîte. Pour cela, tous les employés s'y mettent. Ils vont devoir soutenir au sens propre celui qui les a libérés. Clément, leur patron. Tout un symbole. De lever les mains. Et donc vous allez le passer et on va le récupérer au bout pour qu'il ne tombe pas. Ce rituel porte un nom, le paquito. Et c'est efficace. Les employés s'y prêtent volontiers. Encore, attention. Ah, c'est lourd, hein, un dirigeant. La métaphore est basique, mais elle mérite de motiver et donner le sourire aux troupes. Les coachs n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser le paquito pour d'autres entreprises en quête de libération. Mais ce genre d'exercice suffit-il à rassurer des managers de plus en plus nombreux à s'inquiéter de voir leur rôle diminuer? Pour l'un des 2 coachs en tout cas, un constat s'impose. Les métiers d'encadrement sont menacés. Effectivement, dans les entreprises libérées, il y a moins de strates hiérarchiques déjà et il y a moins d'encadrants. Parce que les collaborateurs sont plus autonomes. On parle de mini-usines, de business units, de choses comme ça. Ils ont pu acquérir des compétences et ils ont moins besoin d'encadrants. Du coup, c'est un risque pour l'emploi des cadres? Certainement. Mais il y a du job en coaching. C'est un des effets secondaires de l'entreprise libérée. Les managers doivent se réinventer au risque de disparaître. Une crainte relayée par la presse spécialisée, parfois même de façon assez sévère. Archaïques, inutiles, les postes de manager sont dans la ligne de mire. Et certains ne supportent plus cette pression. C'est le cas d'Anaïs. Elle dirige une équipe de 15 personnes. Enfin plutôt, elle dirigeait. Car depuis 2 ans, la société d'informatique pour laquelle elle travaille est officiellement libérée. Une évolution rapide, une mauvaise expérience pour elle. Ses relations avec ses collègues se sont dégradées. Anaïs s'est même sentie menacée. Quand du jour au lendemain, on décide de supprimer la hiérarchie, on donne la liberté à ces personnes qui étaient dans un poste peut-être un peu trop étriqué, justement d'avoir une liberté d'action plus grande. Par contre, on peut avoir des dangers qui vont être liés justement à c'est au plus fort, et ça va être un peu la loi de la jungle, c'est au plus fort qui aura le plus de leadership, qui va imposer un peu sa vision. Une lutte d'influence qu'Anaïs n'a pas appréciée. Mais l'épisode qui a été le plus douloureux pour elle est une autre des conséquences de la libération de son entreprise. Chaque collaborateur a eu accès au niveau de salaire de ses collègues. Les compétences d'Anaïs ont été remises en cause. En donnant le pouvoir de dire son mot surtout à tout le monde, on a quand même des personnes... Moi, on est revenu remettre en cause la valeur que j'apporte à la boîte, à un moment donné. On vous a dit vous ne méritez pas votre salaire? Ça n'a pas été dit comme ça. Ça n'avait pas été dit comme ça. C'était simplement... il semblerait que certaines personnes remettent en cause ta valeur de contribution dans la boîte. Ce serait bien qu'on en discute. Donc moi, j'ai juste fermé la discussion. Donc j'ai un peu fait l'autruche. Disons que j'estimais pas avoir à me justifier sur la valeur que j'apportais dans l'entreprise. Cette insécurité, ce sentiment que son poste n'était pas indispensable, ont décidé Anaïs à tourner la page. Elle va quitter son entreprise le mois prochain.
Une décision qui pourrait concerner de nombreux cadres à l'avenir, car de plus en plus de géants du commerce et de l'industrie se tournent vers un mode de management libéré. Un bouleversement qui interroge, comme ici à Clermont-Ferrand, fief du numéro 2 mondial de l'industrie du pneu, Michelin. La marque possède plusieurs usines dans la ville, parmi celles-ci le site de Catarou, un lieu un peu spécial. Ici, les ouvriers produisent quelques centaines de pneus par jour seulement. La raison, ils sont quasiment tous fabriqués à la main. Cette chaîne de fabrication est présentée comme la partie haute couture du Bibendum, et pour cause. Les pneus produits à Catarou sont amenés à mettre la gomme, car ils termineront sur des circuits de course automobile. Pour les 24 heures du Mans, ou plus récemment, la Formule 1 électrique. L'objectif de l'usine, c'est donc la recherche de la performance, mais désormais avec un organigramme simplifié. Les 400 ouvriers sont répartis en petites unités de production d'une dizaine de personnes chacune. Et maintenant, ils ont le pouvoir d'organiser leur journée de travail entre eux, une autonomie qui, pour la plupart des salariés, rend leur travail plus intéressant. En fait, on communique beaucoup plus avec les différents ateliers autour de nous. On se sent moins comme un pion, on va dire. On est beaucoup plus réactif, quoi, hein. Ça va mieux, quoi, hein. Donc c'est vraiment un plus et un bien-être pour travailler, quoi. Mais ce nouveau mode de fonctionnement a fait disparaître chez Michelin 3 strates hiérarchiques en 30 ans. En 1985, il existait 7 niveaux de responsabilité, du directeur d'usine aux opérateurs. Au fil des ans, des postes de cadre comme directeur industriel, chef de fabrication, contremaître et chef d'équipe ont disparu. En 2015, il ne reste donc que 4 niveaux de hiérarchie. Je vous ai juste une petite question. La 5Q, la machine est arrêtée ou pas? La 5Q, la machine est arrêtée ou pas? La Q? Oui. Ça dépend. Elle tourne encore. Non, elle est arrêtée. Elle est arrêtée? Oui, oui. Autour de cette table, ces ouvriers organisent l'activité des prochaines heures. Depuis que la hiérarchie a été réduite, ils ont récupéré, en plus de leur travail sur les machines, une partie des fonctions des anciens chefs. Pour cela, ils sont volontaires et passent une formation. Mais ils ne sont pas payés plus. Mais du coup, vous devenez beaucoup plus qualifié par rapport à avant. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois que ça se fasse au détriment de l'emploi? Parce que finalement, on va se dire, aujourd'hui, on n'a plus besoin du chef, ou on n'a plus besoin de l'agent, puisque vous-même, vous pouvez faire les 2 postes. Non, je pense pas. Non, c'est pas au détriment, parce que le rôle que peut tenir un agent maintenant, effectivement, c'est plus le même que le rôle qu'il tenait il y a 20 ans. Avant, l'agent, il était agent, puis c'est tout. Maintenant, il est responsable de sa performance propre, mais aussi de la performance de ses collègues. L'absence d'augmentation de salaire ne leur pose aucun problème. Et pourtant, ces ouvriers sont aujourd'hui plus compétents, plus polyvalents et beaucoup trop dociles pour certains syndicats. Bon, les archives, on va bien trouver. Jean-Michel et Jacques sont délégués à la CGT. Depuis son lancement il y a une dizaine d'années, ils n'apprécient pas la nouvelle organisation du travail chez Michelin. Car pour eux, la libération de l'entreprise est avant tout synonyme de suppression d'emplois et étouffe les perspectives d'évolution des salariés. Michelin a gagné parce qu'il a supprimé le chef d'équipe, il en a supprimé. Sur Clermont, il ne reste plus que, je crois, c'est 300. Et il a fait exactement comme une série à un moment, les contremaîtres. Il y avait les contremaîtres, il les a supprimés, il a mis le chef d'équipe. Et là, le chef d'équipe, il le supprime, il met les salariés. Et tout ça pour réduire les coûts, parce qu'ils n'ont pas les mêmes salaires, pas les mêmes coefficients. On a des chefs d'équipe qui passent les cadres et que là, le salarié ne passera jamais cadre. C'est-à-dire qu'on plafonne aujourd'hui quand on est ouvrier chez Michelin? Oui, on plafonne. Ouvrier, simple ouvrier, oui, il plafonne. Il finira peut-être avec l'accord moniteur, mais c'est tout. Au niveau des responsabilités de management, non. Libéré pour dégraisser, Michelin s'en défend. Pour Christophe Gélos, directeur de l'usine de Catarou, ce mode de management est avant tout conçu pour le bien-être des salariés. Mais au cours de notre discussion, il reconnaît que cette évolution est aussi dictée par une menace, la délocalisation
de l'activité de son usine. Qu'on soit d'accord ou pas, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et si on veut continuer à progresser et à vendre des pneus à nos clients et gagner des courses, il faut qu'on soit dans cette démarche de progrès permanent avec le concours des opérateurs. Et ça, je dirais, on n'a pas le choix. Parce qu'autrement, on pourrait dire on n'est pas compétitif et donc cette usine qui fait des pneus de compétition, elle ne serait peut-être pas en France. Donc ça, pour nous, c'est un point essentiel pour dire on veut maintenir cette activité en France et donc on se donne les moyens pour pouvoir donc progresser et donc être compétitif par rapport à nos clients. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises réfléchissent à réorganiser leur méthode de travail. En France, il y aurait une PME chaque semaine qui choisirait de se libérer.